Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons essayer de nous faire du bien en tentant de répondre à une grande question. Pour guérir, l'esprit est-il plus fort que le corps? Avec trois philosophes, le philosophe du bonheur, Frédéric Lenoir, qui a publié un gros best-seller d'ailleurs, intitulé « Du bonheur », la philosophe Claire Marin, et puis le philosophe bouddhiste, qui est le fondateur de l'école occidentale de la méditation, Fabrice Midal. Avec eux, trois grands médecins. D'abord, le biologiste Jean-Claude Amezen, qui est président du Comité national consultatif d'éthique, et puis qui est aussi le présentateur, l'animateur de sans doute la meilleure émission de radio de France et peut-être même du monde, sur les épaules de Darwin, tous les samedis à 11h. Sur France Inter. Frédéric Salman, l'auteur, alors lui, du plus gros best-seller, il a fait 2 fois plus que Frédéric Lenoir, 500 000 exemplaires. Frédéric Salman, qui est nutritionniste et cardiologue. Et puis, enfin, l'ostéopathe Alain Cassoura. Et puis, en fin d'émission, vous aurez droit au débriefing philosophique de notre philosophe maison, professeur à Paris 2, Géraldine Mühlmann. Tout le reste du temps, vous pourrez nous insulter, écrire à peu près ce que vous voulez sur hashtag LGQ pour les grandes questions. La grande question, c'est son moment maintenant, avec un grand chanteur, je sais s'il est baryton, enfin quelque chose dans ce genre-là, c'est Alexandre Gamelin qui va vous présenter la grande question en chanson. On regarde, on écoute. Guérir, très bien, mais de quoi exactement? Woody Allen disait que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. C'est drôle, non? Hilarant, mais surtout pas idiot. La maladie fait intrinsèquement partie de la vie. La guérison est un court espace entre la fin d'une maladie et le début d'une autre. Et on est définitivement guéri que lorsqu'on est mort. Oui, sauf que tous les hommes ne sont pas égaux devant la maladie. Certains vont toujours bien et ne sont jamais malades, quand d'autres ont toujours quelque chose qui cloche. J'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Sauf que lorsqu'on est toujours patraque, à un moment donné, il faut s'interroger sur soi-même. Certains jouissent d'être malades et ne se sentent réellement bien que lorsqu'ils ont une petite maladie pour donner une explication à leur grand mal-être. On est parfois très complaisant avec la maladie. Je me sens mieux quand je me sens mal. Mais dans ce cas-là, il faut moins s'occuper de guérir les petits bobos que d'en soigner les causes mentales. Faute de quoi, on se retrouverait dans la situation d'un navigateur qui écoperait des voies d'eau sans s'occuper de colmater les brèches. On va chez le docteur pour soigner les maladies qu'on s'est soi-même créées et on entre dans une forme de cercle vicieux. Docteur, quand je m'ennuie, je fume. Quand je fume, je tousse. Quand je tousse, je crasse. Quand je crasse, j'ai soif. Docteur, quand j'ai soif, je bois. Mais j'ai peur que ça devienne une coutume, alors je fume. Mais c'est justement lorsqu'on s'attaque aux causes profondes de la maladie que ça devient compliqué. Alors pour certains, tout serait dans la tête. Et pour guérir, il faudrait commencer par être plus positif. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Pour d'autres, les maladies seraient le reflet de notre société. Le cancer, la dépression, le mal de dos seraient les conséquences de nos modes de vie. Pollution, stress, course à la performance. Du coup, pour guérir, pas de meilleur remède que de changer les règles de notre société, radicalement. Révolution ou pas révolution, lorsqu'on parle de la maladie, il est toujours question de combat. Mais un combat plus métaphysique, celui que nous menons depuis que nous sommes nés contre la mort. Chaque maladie est une expérience, même minuscule, de la mort. Et chaque guérison est une victoire de la vie. Victoire provisoire, puisque nous savons qu'à la fin, la mort l'emportera de toute façon. Mon corps, c'est un pays en guerre, sur le point de finir. Le général de l'armée de terre s'attend au pire. Au final, guérir, c'est peut-être prendre conscience que la santé est un bien provisoire et que la maladie fait partie de la vie. Guérir philosophiquement, c'est se libérer de cette illusion d'une santé perpétuelle et d'une vie qui ne finirait jamais. Philosopher, c'est apprendre à mourir
Et apprendre à mourir, c'est peut-être ça, guérir. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Quel talent, Alexandre Gamelin. Enfin, il paraît que c'est le fils adultérin de Luis Mariano et de Montserrat Caballé. Mais on comprend tout hein, quand on a vu ça. Frédéric Lenoir, je vais vous demander d'abord, quelles sont les maladies aujourd'hui de ce 21e siècle ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la dépression qui fait d'ailleurs le grand succès de vos livres, parce que les gens ils recherchent chez vous les recettes du bonheur? Il y a certainement pas mal de maladies nouvelles, mais ce serait plutôt aux médecins d'en parler, qui sont liées effectivement à l'environnement et aux modifications très importantes de nos modes de vie. Moi, ce qui, effectivement, d'un point de vue philosophique, ce qui m'intéresse le plus, c'est les maladies de l'âme, les maladies de la psyché. Et là, je vois effectivement que, comme vous le disiez tout à l'heure, la dépression, les Français sont parmi les gens qui prennent le plus d'antidépresseurs, le plus de psychotropes, d'anxiolytiques. Dans un beau pays comme ça, mais voilà. on se dit, comment c'est possible? Et on peut se poser la question. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à pointer derrière. C'est qu'au fond, au début du XXe siècle, la grande maladie psychique, c'était la névrose, c'est-à-dire un conflit entre les pulsions, le ça, et le surmoi, la morale. Et ce conflit créait effectivement toutes sortes de symptômes qui pouvaient rendre les gens plus ou moins malheureux. On constate qu'au début du XXIe siècle, la grande maladie psychique, c'est la dépression. Et la dépression, c'est justement que les gens ont de moins en moins d'interdits. Et ils ne savent pas comment faire avec tout ce potentiel qu'ils ont en eux. On pourrait dire qu'il y a trop de choix. C'est pour ça qu'un psychiatre comme Alan Ehrenberg a défini cette maladie de la dépression comme la fatigue d'être soi. C'est qu'au fond, le mot d'ordre de la modernité, qui est de plus en plus fort, c'est de se réaliser soi-même. Voilà. Et tout est possible. On était avant structuré par la société. Il y a des choses qu'on pouvait faire, qu'on ne pouvait pas faire, mais c'était très structuré. Oui. Aujourd'hui, l'individu s'est émancipé. On était dans une classe sociale, voilà, exactement. Difficile d'en sortir. Difficile d'en sortir. Si difficile de sortir de son pays. Si vous avez une tendance homosexuelle, vous ne l'exprimiez même pas. Aujourd'hui, c'est de plus en plus possible de le dire. Donc, on sent qu'on peut de plus en plus être soi-même. Mais être soi-même... C'est à cause de ce bonheur possible qu'on est malheureux. Exactement. C'est au fond le fait d'avoir trop de possibles, trop le choix de bouger, de faire le métier qu'on veut, d'exprimer ce qu'on est. Et puis avec ce mot d'ordre, c'est-à-dire cette injonction d'être heureux, cette injonction de se réaliser, ça peut rendre malheureux. Le paradoxe, c'est qu'au fond, la liberté qui nous a été donnée, cette émancipation de l'individu, conduit aujourd'hui de plus en plus d'individus à ne pas avoir suffisamment, je dirais, de ressort intérieur, de capacité de mettre en œuvre ce qui leur permettrait de se réaliser. Et du coup, ils sont malheureux parce qu'ils ne savent pas exactement trouver leur place, comment se réaliser, comment réussir à épanouir tout le potentiel qui sont en eux. Il est d'accord avec ça, le biologiste Jean-Claude Amezen? Je crois, enfin, d'abord, quand on parle des maladies du XXIe siècle, d'où parle-t-on? Il y a les maladies de l'hémisphère nord, des pays riches, il y a les maladies des pays pauvres, et c'est les maladies infectieuses, c'est les maladies de la faim, c'est le sida, c'est le paludisme. Donc, je veux dire, là encore, c'est complexe. La question du lien entre l'état d'esprit, entre le psychisme et le corps. Le corps, oui, c'est ça. Spinoza disait il y a longtemps que le corps et l'esprit sont une même chose vue sous deux angles différents. Et donc, je crois que séparer le corps et l'esprit, c'est quelque chose de très artificiel. Hein, il faut regarder bizarre, la personne. Un biologiste qui dit ça, c'est rare. Il faut regarder la personne. Mais les biologistes sont très spinozistes. Hein. Globalement, c'est vrai que c'est la personne comme étant globale, un corps, un esprit, les interactions. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important quand vous parliez de l'injonction d'être soi. Il y a cette contradiction de l'injonction. Et donc, c'est pas construisons ce que nous sommes les uns avec les autres dans le respect de la diversité de chacun, c'est une injonction. Et cette injonction à être soi est souvent une injonction, paradoxalement, à se comporter d'une manière particulière. Et donc, il y a une pression très grande, et je crois qu'il y a un isolement très grand. Et en ce qui concerne la santé d'une manière très générale, hein, le bien-être, indépendamment des maladies qui touchent au corps, je crois que la qualité des relations avec les autres est extrêmement importante. Ça ne veut pas dire grand-chose, être soi, si ça n'est pas être soi en relation avec les autres. Et je crois que nous sommes dans une société qui est assez fragmentée, qui isole les personnes, et donc qui empêche d'une certaine façon une forme d'épanouissement et qu'on retrouve dans la maladie. C'est-à-dire que nous avons tendance, lorsque des personnes sont dans un grand état de vulnérabilité, le grand âge, des maladies chroniques, un handicap important, à isoler ces personnes en les envoyant ailleurs. Loin voilà. Ouais. Elles vont mourir seules d'ailleurs. Hein, oui. Voilà, mais même en dehors de la mort. Hein, c'est dans des institutions
institutions, dans des hôpitaux, dans des établissements pour personnes âgées dépendantes, etc. Comme si, au fond, on ne pouvait pas accompagner les personnes dans un état de vulnérabilité, quel qu'il soit, psychique, physique, avec les autres, parmi les autres, et qu'il fallait les envoyer ailleurs. Et je crois que dans cette idée de guérir, la vie, ça n'est pas guérir, c'est-à-dire ou ne pas être guéri. La vie, c'est pouvoir au mieux continuer à vivre avec les autres, dans l'état où on est, quand la médecine, quand les avancées de la médecine permettent de corriger certains problèmes qui viennent du corps ou de l'esprit, tant mieux. Mais si la médecine n'arrive pas à corriger, eh bien comment fait-on pour que chaque personne puisse avoir un état de bien-être qui soit un état optimal? Et je crois que c'est important. On est souvent dans notre pays entre c'est guérissable et on va tenter de guérir, ou on ne peut pas guérir, eh bien tant pis pour vous d'une certaine façon. Alors, on va poursuivre ce débat en nous interrogeant sur le rôle de la société sur le développement de certaines maladies, comme le cancer, par exemple. C'est Alexandre Gamelin qui nous en parle. On regarde. Peut-être une angine. Dis-moi de quelle maladie tu souffres, je te dirai dans quelle société tu vis. Dans un livre paru il y a une dizaine d'années, La société cancérigène, Geneviève Barbier et Armand Faracci dénonçaient l'industrie du cancer. Pour eux, la pollution généralisée, pollution de l'environnement, de ce que nous mangeons, de l'air que nous respirons, était responsable de l'explosion du nombre de cancers. Quand je fume à côté de mes enfants, j'augmente de 70% le risque qu'ils aient une infection pulmonaire. La mise en avant des responsabilités individuelles dans les cas de cancer, alcoolisme ou tabagisme, n'était qu'un écran de fumée. C'est énorme. Comment comprendre sinon qu'entre 1953 et 2001, le nombre de fumeurs réguliers est diminué chez les hommes, alors que les cancers du poumon ont explosé sur la même période. L'OMS prévoit une augmentation de 70% des nombres de cancers d'ici 30 ans, liés à la mondialisation du mode de vie occidental. Le cancer est le symptôme médical des maux de notre société, la recherche progresse, la maladie aussi. Autre maladie du siècle, la dépression. Magazine après magazine, on nous explique comment devenir zen, comment mieux être, comment être plus heureux. Il faudrait changer d'attitude, être plus positif, savourer le présent. Et pour un peu, nous nous sentirions presque coupables d'être malades, puisque le remède est censé être en nous. Pourtant, c'est bien notre mode de vie, toujours à courir dans cette société de la performance, de la vitesse et de l'accélération perpétuelle, qui nous angoisse et nous empêche d'être zen. Tiens, lui c'est 2 décontractants par jour. La société crée les maladies et vend les médicaments, livres et méthodes pour les soigner. C'est cure de vitamines sur cure de vitamines. C'est rudement bien fait leur petite affaire. Alors la question, je vais d'abord la poser aux biologistes, immunologistes, c'est qu'est-ce qui nous rend malades aujourd'hui? Le stress, les ondes, les pesticides, où sont les responsables? Les médicaments? Il y a plein de causes différentes, mais je crois que ce qui est évoqué là, qui est ce que les Anglais étudient depuis très longtemps et qu'on appelle, et que l'OMS étudie, et qu'on appelle les déterminants socio-économiques de la santé, sont très importants et sont très peu pris en compte dans notre pays. Vous parliez des sociétés traditionnelles qui étaient encore plus inégalitaires que les nôtres, et on sait que les différences en termes d'espérance de vie, en fonction de la profession, en fonction du lieu de vie, en fonction du niveau socio-économique, étaient encore plus tranchées qu'aujourd'hui. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du comportement individuel, on l'a vu, fumer, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre du comportement collectif. Pas seulement la pollution, comme on la connaît aujourd'hui, pas seulement la pollution industrielle, mais aussi le mode de vie. Il y a toute une série de travaux dans le monde, et en particulier en Angleterre, qui montrent que les relations sociales, la profession, le niveau hiérarchique... Le harcèlement, c'est ça ? Le niveau hiérarchique. Il y a des travaux anglais qui montrent que le niveau hiérarchique dans les administrations anglaises est corrélé à l'espérance de vie. Et donc, plus on est bas dans le niveau hiérarchique, plus l'espérance de vie est réduite. Et ils pensent qu'un certain type de stress, un certain type de pression, au bout d'années, au bout de dizaines d'années, va se traduire par une diminution de l'espérance de vie. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est peu pris en compte, c'est que la façon, d'une certaine façon, dont nous construisons notre manière de vivre ensemble, a un effet en termes de santé, de maladie, d'espérance de vie, qui ne se voit dans le corps que des années ou des dizaines d'années plus tard. Donc si on concentre toute l'activité de la médecine sur la réparation
de ce qui ne va pas dans le corps, on méconnaît ce qui, dans l'environnement, dans le mode de vie, dans toute une série de facteurs, va s'imprimer progressivement dans le corps. Donc je crois que c'est quelque chose d'important. Au fond, la façon dont nous construisons nos sociétés retentit dans ces termes, et de manière beaucoup plus prosaïque. La Défenseure des enfants, dans son dernier rapport l'an dernier, signalait que 2 millions d'enfants vivent sous le seuil de la pauvreté, et qu'en termes de maladies, de prévention et de maladies futures, ils étaient évidemment exposés. Un Français sur 5 actuellement renonce à des soins pour des raisons économiques. Donc vous voyez qu'il y a à la fois des facteurs qui sont des facteurs classiquement cause de maladie, et puis il y a ce qui fait qu'il y a un accès inégalitaire à l'accompagnement, aux soins et aux traitements. Alors, Alain Kassoura, vous, c'est tout à fait différent parce que le thème de votre livre, La fureur de guérir, c'est, au fond, ça vient de nous, quoi. Hein, c'est-à-dire la volonté de s'en sortir. La volonté ou pas. Quand j'entends le discours là, qui est avancé, outre la problématique sociale, je trouve qu'on est beaucoup dans la notion de dualité. Il s'agit de lutter contre la maladie, de trouver des solutions pour la vaincre. Et en fait, on peut aussi se demander ce que le mal nous dit, et au fond, essayer de grandir, essayer de faire que la maladie soit aussi l'occasion de se transformer, de prendre conscience et d'intégrer les différentes dimensions de l'être. La médecine, avec les progrès fabuleux qu'elle a fait, je pense, a péché sur le plan, sur le point de vue du fait que l'homme a perdu certaines de ces dimensions. Le patient est une victime et il faut aller le secourir. Alors que chaque homme a une dimension physique, une dimension mentale, une dimension émotionnelle, un corps, une âme, un esprit. Il s'agit de réharmoniser l'ensemble. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer à quel point le corps a la mémoire. Parce que ça, c'est une notion qui n'est pas consciente. Je venais de m'installer et une femme vient me voir. Elle est superbe, elle est charmante et je suis tout émoustillé. Et vraiment, elle rayonne, elle est pleine de vie, cette femme. Je ne sais plus pourquoi elle venait me voir. Et je commence à la traiter. Je suis médecin ostéopathe, donc je soigne avec mes mains. Et je pose mes mains sur son corps. L'ostéopathie ne se résume pas juste à des manipulations. Les mains posées, écoute. Et à un moment donné, je pose mes mains sur son ventre. Et là, stupeur. Qu'est-ce que je sens? Je sens la mort. Et je me dis, mais tu délires. Et je ne peux pas dire à cette femme, je sens la mort sur votre ventre. Et le contraste était tel entre la façon dont elle s'était présentée et ce que je sentais, que j'étais vraiment subjugué. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser une question. Et je lui dis, écoutez, je ne sens pas votre ventre très vivant. Et là, je la vois changer de visage et dire, oui, je sais pourquoi. Il y a 2 ans, j'ai accouché d'un enfant mort-né. Donc, en fait, la mémoire de ce trauma émotionnel... Comment vous l'avez senti, la mort, techniquement, concrètement, si je puis dire? Écoutez, il y a des éléments physiques qu'on peut percevoir, comme la densité, la tension, le mouvement. On peut se situer à des niveaux de profondeur différents, etc. Les autres médecins, vous êtes d'accord, là, oui? J'ai pas vu de publication sur le sujet. Je veux dire que je reste très technique, c'est-à-dire en termes de diagnostic, parce qu'on a aujourd'hui une imagerie qui nous permet exactement de savoir les choses. Donc je ne peux pas me prononcer parce que je ne connais pas votre approche. Je ne vous demande pas de vous prononcer, mais je crois que l'un des problèmes, c'est qu'on reste trop technique, alors que la vie n'est pas technique. La vie, c'est intégrer toutes les dimensions de la vie et soigner et guérir, c'est prendre en compte toutes ces dimensions-là. Jean-Claude Amezen, et puis après, on va revenir avec nous. Voilà, je crois à la très grande importance de la relation, hein, pour les deux, pour le soignant, pour le soigné, pour les autres. Ah, c'est le thème de son livre. Voilà, l'interprétation ensuite individuelle et personnelle de ce qui est perçu est quelque chose qui demande en fait, encore une fois, à pouvoir être validé, à pouvoir être reproductible, hein, en termes de ce qu'on sent. Mais je pensais en vous écoutant, la personne. Le diabétologue André Grimaldi, depuis plusieurs années, a fait avec ses patients, au fond, une maladie, un handicap, c'est plus que ce qui ne marche pas dans le corps ou dans l'esprit, c'est un bouleversement de la personne. Et donc ce qu'il a fait avec les personnes, avec les patients qui étaient d'accord, c'est de leur demander d'écrire ce qu'ils ont vécu comme une pièce de théâtre, de la faire jouer ensuite
par des acteurs dont ils sont metteurs en scène, ça a été fait avec le Théâtre du Soleil, et ensuite d'assister en tant que spectateur à la pièce jouée par des acteurs professionnels qu'ils ont écrit. Et donc cette appropriation progressive, écrire, diriger, voir, est une façon de se réapproprier, de se réconcilier avec ce bouleversement qu'est la maladie ou le handicap. Donc je crois que, en effet, tout ce qui permet à la personne, je dirais, de revivre, de se reconstruire en tant que personne, au-delà de son corps et au-delà de dysfonctionnement psychique, est quelque chose d'essentiel et qui a besoin, encore une fois, de reconstruire un lien avec les autres. Là, c'est le théâtre, mais c'est aussi la vie quotidienne. Alors, on a beaucoup parlé d'esprit, hein, pas seulement du corps. Ça, c'est une tradition très ancienne. Bien sûr. On trouve déjà dans l'Antiquité Juvénal qui nous dit voilà, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est ça qui permet l'équilibre. Et on trouve ça chez les Chinois. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on lit les philosophes chinois, notamment les taoïstes, ils vous disent que essentiellement la santé, c'est la même chose que le bonheur d'ailleurs, c'est une harmonie. Et c'est une harmonie à la fois à l'intérieur de soi, entre les différentes composantes qu'on appelle, nous, dans la philosophie occidentale qui distingue tout, l'esprit, le corps, et je dirais le cœur. Et là, je vous rejoins tout à fait, c'est-à-dire la qualité des relations affectives que nous avons. Et donc, c'est une harmonie dans ces trois dimensions, et c'est une harmonie avec, évidemment, l'environnement, c'est-à-dire d'avoir une juste place dans la société. Donc, le rapport entre l'individu et le collectif est déterminant dans la santé et dans le bonheur. Entendu dans ce sens-là. Et ça, les Grecs, les Chinois nous le disent depuis 2000 ans. Et je crois que ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'au fond, on se focalise aujourd'hui uniquement ou sur la santé physique. On vient vers eux de plus en plus, hein, d'ailleurs, avec l'hypnose maintenant. Parce qu'on a trop segmenté les choses, à la fois dans la philosophie occidentale et dans la médecine aussi occidentale. Il faut avoir une vision holistique de l'individu, c'est-à-dire un individu global à travers ses différentes dimensions et dans son lien avec l'extérieur. Et c'est cette interdépendance, finalement, de tout qui est la clé, à mon avis, et du bonheur et de la santé. Là c'est le bouddhiste, il boit du petit lait, non? Oui, mais le philosophe aussi... Il doit être un peu bouddhiste, à mon avis, non, Frédéric Lenoir? Mais en même temps, comme Frédéric Lenoir l'a dit, toute la tradition occidentale de la philosophie, mais aussi toute la tradition hermétique, alchimique à la Renaissance, a toujours essayé de penser cette unité et cette harmonie. Aujourd'hui, on a l'idée que la guérison serait séparée. Mais la guérison, ça a à voir avec l'entièreté de son être. Et la grande question, c'est comment pouvoir retrouver un peu place dans l'entièreté de son être et dans la relation avec les autres. Et Claire Marin? Oui, je crois que dans la discussion, il y avait peut-être un petit malentendu, puisqu'on avait l'air de vouloir séparer un petit peu les approches thérapeutiques. Ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines démarches un petit peu novatrices, c'est des centres médicaux qui prennent en compte cette idée que le soin, c'est pas seulement la guérison par la chirurgie, par la chimio, par le médicament, mais qu'il faut aussi accompagner le patient dans des pratiques qui sont plus des pratiques relationnelles. On a par exemple des unités qui développent ce qu'on appelle les soins de support. Les soins de support, ce sont des traitements qui ne sont pas médicaux. C'est des soins qui passent par le kiné, qui passent parfois par l'esthétique, qui passe par le sport, on sait très bien, et ça c'est très quantifiable, dans l'après-cancer du sein par exemple, que l'activité physique liée à ces soins de support a des résultats comparables à l'hormonothérapie. Donc ça c'est vraiment très important. C'est le fait que la médecine commence tout juste à se rendre compte qu'effectivement le patient, c'est avant tout un individu qui a été coupé des liens avec le reste du monde, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même souvent ça, il y a un isolement très fort. Et que guérir, c'est aussi recréer ces liens, les retisser pour par la suite reprendre sa place que souvent on a perdue dans la société, dans la famille, avec la maladie. Alors, pour guérir, c'est une question que j'aurais posée aux biologistes et peut-être aussi aux nutritionnistes. Et pour guérir, est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer de quelques espèces ou de quelques plantes? De temps en temps, je pense par exemple à la méduse qui peut être pratiquement immortelle. Oui, la méduse, c'est Turritopsis nutricula, elle est formidable parce qu'elle avance en âge et d'un seul coup, il y a un déclic et elle remonte le temps et elle rajeunit et ainsi de suite. Il y a une autre espèce formidable. On ne pourrait pas faire ça, non? Il faut essayer. Mais elle a combien de neurones, la méduse? Ah non, mais ils viennent après. Non, mais on a trouvé des modèles animaux formidables aujourd'hui qui traversent le temps, comme le Ratopnus, une petite souris sans poils qui vit 30 ans, soit l'équivalent de 600 ans. Jamais de cancer, jamais de maladie cardiovasculaire, jamais d'équivalent d'Alzheimer. C'est un modèle exceptionnel
Donc finalement, la durée de vie va être prolongée de façon importante. Et il y a une autre découverte formidable, c'est les télomères. C'est-à-dire que ça nous donne notre âge biologique par rapport à notre âge chronologique. C'est quoi ces trucs-là? Ces petits manchons qui, au bout des chromosomes, plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé, plus ils sont courts, plus l'espérance de vie va être un petit peu raccourcie. C'est les travaux de Blackburn aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que le stress va les raccourcir. C'est vraiment l'ennemi, le stress. Le manque d'exercice, c'est-à-dire que tous ces trucs, moi ça fait longtemps que je dis attention, faites attention à votre nutrition, faites de l'exercice et tout. Et maintenant, ce stress, cette nutrition qui n'est pas bonne et tout, se lie jusque dans nos chromosomes et conditionne notre espérance de vie. Ça change tout. Oui, je crois qu'il y a deux sujets presque différents. Hein. Notre espérance de vie dans les pays occidentaux dits riches ne cesse d'augmenter à l'âge adulte depuis un demi-siècle. Donc elle augmente, malgré tout ce qu'on discute. Le bien-être, la définition par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, de la santé, un état de bien-être physique, psychique et social, ça va au-delà de ce que peut faire la médecine, n'est pas directement lié à l'espérance de vie. Donc l'espérance de vie, c'est la capacité de notre corps à se réparer, qui est considérable. Je veux dire, une grande partie des cellules qui nous composent, qui composent notre corps, s'autodétruisent chaque jour et sont renouvelées. Donc nous ne cessons de nous reconstruire. Et cette capacité de reconstruction qui existe à des niveaux différents dans différentes espèces, que vous disiez animales ou végétales, nous l'avons. Donc il y a la question de combien de temps vivons-nous, mais il y a la question aussi de comment vivons-nous. Comment est-ce que ce voyage à travers le temps est un voyage dans le bien-être. Il y a quelque chose peut-être dans les liens entre le corps et l'esprit qui a longtemps interrogé la médecine et que la médecine a longtemps considéré comme étant gênant, qu'on appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est que lorsque, pour dire les choses schématiquement, on donne un peu de farine à quelqu'un en lui disant que c'est un médicament, la personne va être mieux et va se réparer mieux que si on ne lui donne rien. On voit la situation fondamentale quand même de l'esprit. Voilà. Ouais. Et des études récentes depuis une dizaine d'années montrent comment, dans certains cas, au fond, le corps ou l'esprit ou le cerveau se met à compenser ce qui fait défaut, moins bien que quand il y a un bon médicament, mais il le fait. En d'autres termes, avoir l'espoir de guérir, avoir l'espoir d'aller mieux, fait que le corps et l'esprit font qu'on va mieux. Et donc c'est important aussi que la médecine le prenne en compte, non pas simplement comme quelque chose de gênant, c'est-à-dire il faut qu'un médicament efficace, évidemment, marche mieux que de la farine, mais il faut qu'un médicament ou n'importe quel traitement soit donné dans un contexte de confiance qui fait que la personne va s'aider elle-même à aller mieux. En d'autres termes, l'espoir et la confiance ont un effet bénéfique sur la santé. Par exemple, le grand philosophe Friedrich Nietzsche, avec son herpès génital géant et sa syphilis débordante, il réussissait à être heureux. Alors je vais me tourner vers vous maintenant, Géraldine Mühlmann. L'importance de la philosophie comme médicament. Hein, ça commence avec Épicure, même peut-être même avant. Oui, vraiment, parce qu'en fait, la philosophie moderne, vous évoquez Nietzsche, certes, mais la philosophie moderne n'a pas peur d'inquiéter. Alors que c'est vrai que dans la philosophie ancienne, on trouve des exemples de philosophie réellement thérapeutique. Alors pas Platon, mais justement les sagesses anti-platoniciennes, comme celle d'Épicure, qui a vécu à la charnière des 3e, 4e siècles avant Jésus-Christ. Il a écrit une œuvre considérable, mais nous n'avons plus que quelques fragments, quelques lettres, quelques sentences. Et Épicure considérait que non seulement le plaisir était un vrai enjeu pour la philosophie, mais c'était beaucoup plus concret que cela. Il fallait, par la philosophie, apprendre à penser autrement, et cela même guérissait. La philosophie était pensée comme une pharmacie, si vous voulez. Et notamment, ça avait à voir avec la vision du monde d'Épicure, qui était qu'il y a du plein, il y a du vide. Il y a des atomes, ça c'est du plein, de la matière, et il y a du vide. Et beaucoup de nos désirs et de nos pensées portent sur le vide. En fait, ne rencontrent jamais des choses qui permettent d'avoir une vraie sensation, un vrai remplissage, si je puis dire, ne touchent rien, comme nos désirs de réfléchir après la mort, ça ne touche rien, comme nos désirs de gloire ou nos désirs de richesse illimitée ou de pouvoir, ou nos inquiétudes sur les dieux, car pour Épicure, les dieux sont très immobiles, ils n'agissent pas, en fait, ils ne font pas bouger beaucoup les atomes, hein, même pas du tout. On n'a pas besoin de s'inquiéter sur les châtiments qu'ils vont nous infliger. Et c'est pourquoi Épicure et les épicuriens avaient une véritable petite armoire à pharmacie ambulante qu'on appelait le tétrapharmakos,
qui comportait, comme son nom l'indique, quatre sentences qu'on pouvait développer de manière plus ou moins large. Et dans leur formule résumée, les 4 formules étaient « Le Dieu n'est pas à craindre », puisqu'il n'agit pas. La mort n'est pas sensible, c'est-à-dire que quand on sera mort, on ne sentira plus. Et donc, on n'a pas besoin de se poser des questions infinies sur l'après-mort. Le bonheur est possible à atteindre, si on comprend que le bonheur, c'est rencontrer du plein, toucher et obtenir du plaisir, notamment par la sensation. Et enfin, quatrièmement, la douleur n'est pas terrible. Évidemment, c'est une des choses que nous craignons le plus, mais l'idée d'Épicure, je ne sais pas s'il a raison sur ce point, c'est que la douleur vraiment terrible finit par nous rompre en termes d'atomes. Nous sommes nous-mêmes des atomes et nous mourrons. Voilà comment, finalement, pour résumer, et c'est une formule de lui, apprendre et jouir vont ensemble. Merci Géraldine Mühlmann. Après ça, évidemment, on se sent mieux. Donc vous avez compris, hein, pour aller mieux, il faut lire de l'Épicure, du Nietzsche aussi, et puis le noir. On va poursuivre maintenant en nous demandant si le meilleur médicament, finalement, ça n'est quand même pas nous, vous. C'est un sujet de Jérémy Collado. On regarde. Chers amis pharmaciens et médecins, bougez-vous les oreilles. Grâce à Frédéric Salman, nous n'aurons peut-être plus besoin de vous, puisque le meilleur médicament, c'est nous. Pour ce cardiologue et nutritionniste, auteur d'un best-seller, notre corps est à lui seul une véritable boîte à pharmacie. Nous disposons, sans le savoir, de ressources inouïes, qu'il suffit d'activer par des pressions des doigts, des massages. Vous dormez mal? Buvez du jus de kiwi ou de cerise au lieu de prendre des somnifères. Vous enchaînez les régimes sans succès? Attendez 5 minutes entre chaque plat et tous les jours mangez 2 carrés de chocolat noir 100%. Votre sécrétion de gréline, l'hormone de l'appétit, diminuera automatiquement. La solution est en nous et le progrès technique n'apporte pas grand-chose. Pire, il crée lui-même des maladies. Chaque seconde, 20 millions de cellules se divisent naturellement pour remplacer les anciennes, bref, plus besoin de pilules. On en oublierait presque que l'espérance de vie n'a jamais été aussi grande et qu'elle n'a cessé de grimper depuis 200 ans. C'est vrai, manger du tofu et boire des bouillons, ça n'a encore permis de soigner aucun cancer. Si les médicaments ne suffisent pas, ils permettent tout de même de soigner les effets de la maladie. Les solutions naturelles, elles, s'attaquent aux causes psychologiques. On le voit bien, les deux méthodes sont complémentaires. L'homme. De tout temps, l'homme a dû lutter pour trouver sa nourriture. Quant au très à la mode régime des chasseurs-cueilleurs, qui consiste à manger ce que nos ancêtres trouvaient dans la nature il y a 2 millions d'années, on peut se demander si nous voulons vraiment d'une méthode importée d'une époque où l'homme ne vivait en moyenne que 23 ans contre 80 aujourd'hui. Frédéric Salman, pourquoi est-ce que le meilleur médicament, c'est nous? Par exemple, vous dites là, on ne devrait pas rester assis là, puisque si j'ai bien compris, quand on est assis, on risque d'attraper plus facilement le cancer du côlon, c'est bien ça? Oui, bah, y a des on est en train de l'attraper là en ce moment? On ferait mieux de faire l'émission debout, ça serait une bonne idée, ça changerait. Assis, non, trop assis, c'est pas bon du tout, effectivement, il y a un lien entre les deux. On a des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les activer pour en bénéficier, se protéger de nombreuses maladies. Donc effectivement, on peut se débarrasser de la moitié des médicaments qui servent à rien du tout et garder ceux. Je prescris des médicaments qui sont essentiels, évidemment. Le président du Conseil national consultatif d'éthique, qu'est-ce qu'il dit quand il entend ça? Je pense que les médicaments, allez, pour... Regardons ce qui se passe dans les pays pauvres de l'hémisphère sud, la mortalité infantile, les maladies, l'espérance de vie. Donc, l'absence de médicaments, l'absence de traitement, l'absence de tout ce que la médecine moderne a apporté est une tragédie. Le problème, c'est que les médicaments peut-être une tragédie aussi. Voilà, les médicaments et les traitements la surconsommation sont indispensables, mais non suffisants. Et donc cette tendance à croire qu'au fond, tout ce qui concerne la santé ne peut être abordé que par des médicaments ou des traitements modernes, c'est ça l'erreur. Il faut les deux. Il faut les médicaments et les traitements quand ils sont indispensables. Et le reste, c'est, encore une fois, la relation aux autres. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, ce que les anglo-saxons appellent le care. C'est le fait, vous savez que c'est le même mot qui définit en anglais le soin et le fait d'attacher de l'importance à la personne, to care for somebody. Il faut s'occuper de la personne, il faut accompagner la personne et il faut que la personne puisse elle-même avoir confiance dans sa capacité à retrouver la vie la plus heureuse possible. Il y a des petits moyens très simples pour se dépanner soi-même sans passer par la case des médicaments. J'en prescris évidemment des médicaments, mais quand je n'ai pas le choix. Mais pour beaucoup... Ouais, et puis là, vous prescrivez aussi des tas d'attitudes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la bise.
Non, le baiser, non. Ah ouais, parce qu'on risque d'attraper des maladies. Non, au c'est ça, contraire, je recommande Ouais, le baiser pour les jeunes filles parce qu'elles s'immunisent contre des cytomégalovirus qui donnent ensuite des malformations congénitales. Mais il faut avoir plusieurs fleurs parce qu'il y a plusieurs types de virus. Donc finalement, je recommande au contraire le baiser. Par contre, c'est vrai que se serrer la main. Il faut se laver la main tout le temps, hein, ça j'ai vu. Hein, ça, Bien tout le temps, tout le temps. C'est important de bien se laver les mains. Combien de fois par jour? 5, 6, 7? Avant de passer à table, en sortant des toilettes, ça baisse à peu près d'un quart les infections respiratoires et digestives. Vous avez raison, mais il y a des travaux qui suggèrent que le fait que nous éliminions autour de nous toutes les bactéries est une des causes des maladies allergiques et des maladies auto-immunes. Donc là encore, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre les recherches aux États-Unis de pointe sur le fait, l'obsession de l'hygiène en train de créer beaucoup de problèmes et des bactéries à l'intérieur Il faut l'équilibre des deux. C'est-à-dire la richesse de ce qu'on appelle notre microbiome, c'est-à-dire des bactéries qui habitent notre tube digestif, est un des éléments de la santé qui est étudié depuis quelques années. Alors, il faut tourner la tasse de côté là, pour éviter les infections. C'est quoi ce truc-là alors? Très simplement. Vous pouvez nous montrer, là, prenez votre verre et puis... Mais non, mais c'est un verre, ça va pas bien comment tomber. Vous faites, alors? Si vous prenez tout simplement une tasse, toujours avec l'anse de ce côté-ci, vous allez tout le temps la prendre du même côté. Si vous inversez, c'est le côté où personne ne boit. Donc, si le café est douteux, je vous vois derrière le comptoir, à ce moment-là, c'est plus sûr de... Non, son café n'est pas douteux, je vous assure, on en parlera tout à l'heure, vous verrez. Vous inversez, comme ça, vous avez les lèvres du côté où personne ne boit. C'est tas de petits trucs, l'hygiène, qui sont amusants. Mais si tout le monde le fait en suivant votre conseil, le résultat inverse est obtenu. Et puis alors, oui, il y a des secrets, moi je ne savais pas d'ailleurs, mais par exemple pour éviter de manger trop, c'est-à-dire pour en finir avec cette espèce d'insatiété là, que nous vivons tous, prenez du chocolat noir 100%, oui, alors du blanc d'œuf et du safran. Oui, enfin il y a des coupes-fins naturelles très puissantes. On va essayer ça tout de suite après l'émission. Qui marchent bien, qui vont faire qu'on va moins consommer. Les solutions pour maigrir médicaments, je suis contre. C'est des questions d'éducation nutritionnelle. Il existe des coupes-fins naturels puissants qui marchent extrêmement bien. Les gens peuvent garder ensuite un poids stable à longueur d'année. Des moyens très simples comme de modifier des habitudes. Alors quand on se lève tôt aussi, vous dites qu'on est plus Alors mince, quand on se lève à 8 bon, moi je suis heureux, mais je suis vraiment pas mince. Hein. Quand on se lève à 8 h du matin, on est plus mince et plus heureux que quand on se lève déjà très tard, à 10 h. Ouais. Il ne faut pas se rendormir après une grasse matinée. Il ne faut pas se rendormir quand le réveil a sonné parce qu'on va se traîner toute la journée. Bizarre, hein, oui, c'est ça, oui, c'est quand même et très puis, bizarre. on ne récupère pas bien d'une grasse matinée, sauf les hommes, leurs performances sexuelles sont un petit peu meilleures. C'est tout. Ah bon? Et évitez surtout dans une chambre d'avoir des petites diodes lumineuses parce que ça gêne et ça donne des syndromes dépressifs. Il y a eu des études là-dessus. Et surtout, la couleur bleue dans une chambre va provoquer une sorte d'éveil et on ne dort pas bien. Le sommeil, des tas de petits trucs pour mieux dormir naturellement, ça c'est très utile. Et pour ne pas avoir de problème de dos, docteur Kassoura, qu'est-ce qu'il faut faire là? Non, je voudrais revenir un petit peu sur... Ah non, parce qu'on a tous des problèmes de dos, on vient, oui, bien sûr, vous certes, voir après. Oui. Donc, le dos, c'est le corps physique. On a beaucoup parlé du corps et de l'esprit. Mais entre le corps et l'esprit, il y a les émotions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le corps peut avoir la mémoire des traumas, les émotions sont inscrites dans le corps, sont présentes dans le corps. Et on peut libérer, aider les personnes à se libérer par le corps en laissant la libre expression des émotions à travers le corps. Alors, l'amour... Oui, mais voilà. J'allais y venir. Bah alors justement, on vous connaît de toute façon. Non, mais c'est le noir, on dit amour, c'est pareil. Oui, mais je pense aux émotions. Je repense à Spinoza, là, dont vous parliez tout à l'heure, qui nous explique son fameux conatus, que tout organisme persévère pour s'accomplir, se réaliser dans son être. Et au fond, il fait une description extraordinaire, scientifique presque, des émotions. En montrant qu'effectivement, il y a un tas d'émotions qui sont des obstacles qui vont empoisonner notre être, et puis des émotions qu'il faut plutôt cultiver et qui vont nous permettre, parce qu'elles seront adéquates, ajustées aussi à des pensées justes, qui vont nous permettre de nous réaliser. Et il montre qu'effectivement, qu'on va de plus en plus vers la joie, et que lorsqu'on organise sa vie, et là c'est encore une question globale, lorsqu'on fait les choix justes dans sa vie, on est de plus en plus dans la joie, choix professionnel, choix de vie quotidienne et choix affectif. Et l'un des éléments les plus importants pour, je pense, être à la fois en bonne santé et être heureux, parce que je crois que les deux sont assez liés, c'est effectivement d'avoir une vie affective qui nous convienne, qui soit juste pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas la même pour tous.
Et ça, c'est une des choses les plus importantes, à mon avis, de comprendre pour être dans cet équilibre. C'est qu'il faut pouvoir s'épanouir dans ses émotions et dans sa vie affective en fonction de notre personnalité profonde, de notre sensibilité profonde. Et donc, la connaissance de soi, c'est un travail, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est ce processus d'individuation dont parle Jung est nécessaire pour arriver à se connaître, se comprendre et savoir ce qui est juste pour nous, quelles sont les personnes qui nous conviennent, les personnes qui ne nous conviennent pas, le type de relation qui nous convient pas. Ça s'expérimente aussi à travers la vie. Et pour revenir sur l'amour, je voudrais dire un petit mot sur... vous parliez du care tout à l'heure. Et pour moi, le grand médecin du care, c'est Jésus. C'est, je trouve, dans l'histoire, là on sort de la philosophie, je parle un peu de spiritualité, mais je trouve que ce qui est fort dans les évangiles, c'est que Jésus est constamment, et c'est ce qui nous touche encore aujourd'hui lorsqu'on parle de Jésus, et je pense que c'est pour ça que ce pape, entre guillemets, a une telle popularité. Ah oui, mais ça c'est votre dernier livre, Oui, François, le printemps de l'Évangile. Peu importe, c'est que ce pape a une popularité parce qu'il est dans le cœur et qui touche les gens au lieu de les moraliser. Au fond, l'évangile, ce n'est pas une morale. On en a fait, les églises en ont fait une morale. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est pas du tout ça l'évangile. L'évangile, c'est Jésus rencontre des gens paumés, des prostituées, des collecteurs d'impôts véreux, des gens qui sont en marge de la société, des lépreux, des gens qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Et il va leur redonner l'estime d'eux-mêmes. Tout le travail de la relation qu'il fait, c'est pour ça que c'est une relation de care. Il prend soin des gens en montrant à la prostituée qu'elle a de la valeur, en montrant au lépreux qu'il a de la valeur. Et donc il redresse les gens au lieu de les culpabiliser. Et c'est, je pense, exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être effectivement de plus en plus en confiance par rapport à soi-même, et c'est ça qui nous fait grandir. Docteur Kassoura. Oui, alors je voudrais rebondir. L'ostéopathie, vraiment, s'intéresse au mouvement. Le corps est en mouvement, le mouvement est dans le corps, et ce qu'on veut, c'est redonner du mouvement au corps. Donc, une articulation qui souffre, c'est souvent une articulation qui a perdu du mouvement. Mais je dis souvent que les l'amour là-dedans, parce qu'on parlait d'amour. Je dis aussi que les émotions doivent aussi nous traverser, mais ne pas rester fixées. C'est normal dans la vie d'être joyeux, d'être triste, d'avoir peur, d'être anxieux, etc. Mais à partir du moment où on est traversé par ces émotions, on ne se fixe pas. Mais comment on fait pour qu'elles nous traversent? Il faut boire de l'eau, du vin, autre chose? Non, mais disons qu'on peut aussi apprendre à les gérer. Il y a différentes techniques. Mais à partir du moment où une émotion se fixe dans le corps, elle devient délétère. Et c'est pareil avec la pensée. Jean-Claude Amezen? Oui, je crois, pour reprendre ce que disait Frédéric Lenoir, ce que vous dites, au fond, pour que les émotions puissent s'exprimer, pour qu'on puisse construire cet accomplissement de soi, il faut une société ouverte, qui accepte la diversité, la singularité et la différence, et qui ne souhaite pas que tout le monde soit identique à un modèle donné. Et là encore, au fond, on ne peut s'accomplir que si on est accepté, ce que vous disiez, et le fait d'être accepté ou pas dépend des autres. Alors Claire Marin, il faut cette ouverture. Vous êtes d'accord, l'amour, c'est vraiment le médicament universel? Alors l'amour est peut-être, de manière un peu plus précise, redonner à celui qui souffre l'estime de soi. Ce qui passe par l'amour, par l'amitié, par différents types de relations, mais on voit bien, puisqu'on parle de guérir, mais il y a aussi des patients qui ne guériront pas. Et on voit bien que ce qui importe dans les situations difficiles de la maladie, les questions qui ressurgissent chez les malades, c'est: suis-je encore aimable? Suis-je encore suffisamment présent, suffisamment désirable? Qu'est-ce qu'il y a encore d'aimable en moi quand j'étais à ce point ébranlée par la maladie? Par la souffrance, oui. Voilà. Et est-ce que je m'aime moi-même aussi? Est-ce que j'arrive encore à m'aimer moi-même? Ça, c'est une clé aussi de la guérison. Il faut pouvoir s'aimer soi-même. Ça passe aussi par le regard de l'autre. S'aimer soi-même si on est aimé par personne. Et donc c'est vraiment la question, c'est vraiment la question de cette bienveillance qu'on peut essayer d'avoir pour soi et pour le monde. Et ça va à l'encontre d'une trop grande volonté de tout gérer. Et notre monde vit, il faut absolument gérer son corps, il faut le maîtriser parfaitement, faire tant d'exercices, il faut gérer ses émotions, il faut gérer tout. Et gérer, ça devrait être un mot qui devrait être réservé à gérer son compte en banque. Ça, c'est l'anti-Saddleman que vous nous faites, hein, d'ailleurs. Oui. Mais non, mais l'idée, c'est qu'il y a un totalitarisme de devoir tout gérer. Et je crois que ce qui est absolument crucial, c'est quelque chose de gratuit. On a besoin, à un moment, quelqu'un vous parle gratuitement, vous reconnaisse dans votre être, puisse vous aimer pour rien. Quand quelqu'un aime quelqu'un, il ne l'aime pas pour un résultat. Et à un moment, de vouloir tout organiser parfaitement, c'est parfait, mais vous êtes à la fois complètement perdu et démuni. Est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre qu'on doit gérer son compte en banque et qu'on doit avoir un rapport à soi,
un rapport de bienveillance, un rapport d'ouverture, un rapport chaleureux. Et c'est très juste, quand les gens sont soignés, ils sont des fois bien soignés, mais si on ne leur parle pas, si on ne les reconnaît pas comme des êtres humains, c'est un problème. On ne peut pas... Quelqu'un me racontait dernièrement qu'on lui a annoncé son cancer de telle manière qu'il est dans une dépression complète, tellement ça a été annoncé avec une incroyable violence. Le médecin est peut-être compétent, mais vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire de s'adresser à un être humain ? Et on l'a souligné à plusieurs reprises, un être humain peut aussi guérir par la dimension d'espérance qu'on lui donne. C'est des facteurs qui sont absolument décisifs. Or, aujourd'hui, une médicalisation à l'extrême pose un problème dans l'écoute de la singularité même d'un être humain. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un combat absolument décisif de préserver cette dimension-là qui est menacée. Et vous avez cité Nietzsche, et c'est absolument décisif. Nietzsche voit très bien la catastrophe de notre temps qu'il appelle nihilisme parce qu'on n'encourage pas la vie. Et moi, je crois que beaucoup plus important que les petits conseils pour essayer d'aller bien, voir ce qui nous empêche d'aller bien, voir ce qui empêche au niveau très général notre situation, est ce qui peut donner une nouvelle perspective. Oui, moi je crois que c'est très important. Hein. On n'annonce pas, on dialogue. Voilà. On ne place pas quelqu'un, on l'accueille. On ne prend pas en charge quelqu'un qui est malade, on l'accompagne. Et donc l'idée... On l'accompagne parfois, si on lit le bouquin de Cassura aussi, on lutte avec lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est même pas la lutte. On l'aide à y aller. C'est tisser le lien, c'est tisser le lien qui le rattache à nous et qui nous rattache à lui ou à elle. Et donc plus qu'un combat où il y a un ennemi, c'est plutôt faire en sorte que la personne puisse prendre et garder sa place pleine et entière parmi les autres. Et c'est vrai qu'encore une fois, isoler, vous savez qu'il y a des pays comme la Suède, où envoyer quelqu'un quelque part, en dehors de la ville, en dehors de son logement, pour qu'on l'y accompagne, c'est considéré comme un déni de ses droits civiques. L'idée, c'est qu'on accompagne la personne au plus près du lieu où elle vit, au plus près de ceux avec lesquels elle vit. Et dès que vous désinsérez, même avec la meilleure... Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, on mourait à la maison. Hein. Voilà. Dans la campagne, ça se fait encore. Voilà, dès qu'on coupe les liens, même si c'est avec la meilleure intention d'aider la personne, eh bien, on rend la personne encore plus vulnérable. Donc c'est vraiment une question de tisser des liens. Et c'est dans ces liens humains qu'on peut au mieux se reconstruire. Et c'est vrai, et pas avec des injonctions, avec un accueil. Au fond, on ne sait jamais à l'avance, et la personne souvent ne sait pas à l'avance ce dont elle a le plus besoin. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la découverte collective. Ouais, et c'est vrai qu'être anxieux, c'est bien, je veux dire, d'avoir des pratiques de prévention, mais être anxieux ou déprimé, parce qu'on est en train en permanence de penser à ce qu'il faut pour prévenir, ça peut être aussi contre-productif. Donc il faut au fond construire un bien-être individuel et collectif. Et Claire Maral, c'est vrai que le médecin qui annonce... à votre ami, vous allez mourir, c'est un pauvre con. C'est quelqu'un qui manque de tact, déjà. Ah non, c'est pas forcément vrai. Disons que il y a tellement d'exemples de gens qui ont réussi à remonter la pente malgré tout. La démarche éthique biomédicale depuis 70 ans, elle donne à la personne le droit de savoir et le droit de ne pas savoir. Et donc le problème n'est pas d'annoncer, le problème est d'essayer en dialoguant, en parlant à la personne, de savoir ce qu'elle souhaite savoir, pour pouvoir au mieux se reconstruire. Et cette idée de la transparence et de l'annonce, et qu'il faut tout dire sans que personne n'ait demandé, peut être d'une violence extraordinaire. Frédéric Salman. Oui, là je rejoins complètement. On sent très bien dans une relation la personne qui a envie de savoir ou pas savoir, faut récupérer ses signaux. À propos de gérer son corps, je voudrais quand même dire une chose, c'est que quand on aimait son corps, c'est aussi être des fois un petit peu plus sévère avec lui. Puisqu'il fait chaud en ce moment, je vous propose la douche froide. Vous faites 2 minutes sous la douche froide, vous sécrétez des endorphines, vous allez avoir une sensation de bien-être formidable. Je crois que personne va vous suivre. Et vous allez voir qu'ensuite, vous allez vous sentir très peu anxieux, peu dépressif, une sensation exceptionnelle. Ouais. Alors justement, une petite liaison là. Je vais vous demander à chacun votre remède de grand-mère. Quand vous avez un petit problème, je ne sais pas, que ce soit une grippe, une contrariété, la peur, je ne sais pas, quel est votre remède de grand-mère? Ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est très simple, c'est un bain chaud. Dès que je sens que j'ai un peu moins le moral, mais c'est vieux comme le monde, hein, saint Thomas d'Aquin dit déjà effectivement que le meilleur remède contre l'acide des mois, c'est de prendre un bain. C'est un bain chaud. Ça n'est pas une douche froide, hein, j'ai bien compris. Non, moi c'est l'inverse. Ça m'arrive pas souvent. Mais quand j'ai un petit coup de cafard, un bon bain chaud, ça me fait du bien. Clairement. Moi, je danse avec ma fille. Ah, très bien. Quoi, sur quoi? Quel genre de musique? N'importe quoi. Du rap? Du rock? Peut-être pas. Fabrice Vidal. Moi, j'écoute de la musique.
par exemple. Quelle musique alors? En ce moment, Billie Holiday, ça me fait bien, ça me fait pleurer, ça me touche et ça me guérit. Comme quoi, on va pas forcément mieux parce qu'on voit des choses gaies. Des fois, quand on touche la tristesse avec beaucoup de justesse, ça fait du bien de pleurer, bien sûr. avec beaucoup de justesse, on dit ah oui, et vous êtes guéri parce qu'on vous êtes reconnu, parce que quelque chose qui vous blessait est reconnu. Moi, deux opposés, soit je vais courir, soit je médite. Je m'assieds et voilà. Ben moi, effectivement, je passe 2 minutes sous la douche froide et en plus, je perds 250 calories, ce qui me va très bien. Jean-Claude Amezen? Quand je peux, je lis de la poésie. Ah oui, ça c'est. Vous êtes d'ailleurs, vos travaux sont toujours truffés de poésie. C'est qui votre poète préféré? Donnez un petit conseil là. Emily Dickinson, Federico Garcia Lorca, Paul Celan. Enfin, ça Paul Celan, je vois. Il y a 2 vers, un vers. Les vers qui font du bien, les quelques vers qui font du bien, c'est quoi? Parle, mais ne sépare pas le nom du oui. Donne à ta parole le sens. Donne-lui l'ombre. Il parle vrai, celui qui dit l'ombre. Paul Celan. C'est beau, hein? Très beau. Et c'est le moment maintenant du débriefing philosophique de Géraldine Mühlmann qui va nous dire, qui va synthétiser cette émission. Eh bien, j'ai l'impression que la dominante, c'était vraiment une émission d'apaisement, un hymne au rééquilibrage des corps et des émotions, aux manières de se guérir au quotidien de tous nos petits mots. Et du coup, comme vous savez que j'aime bien mettre mon grain de sel et souvent dans le sens opposé, pour rééquilibrer justement, j'ai envie de rappeler que la philosophie moderne, notamment, c'est un grand hymne à l'inguérissable humain et peut-être à quelque chose de malade en nous, mais qui nous a fait faire des choses très grandes aussi, il faut tout de même le rappeler, parce que c'est aussi ce qui a permis à la philosophie de dénoncer les baumes, par exemple le baume de la religion, c'est tout de même une des choses que la philosophie moderne et la pensée moderne s'est autorisée. Même Freud, qui montre que tout thérapeute qu'il ait été était tout de même un moderne, disait que notre manque, notre besoin d'être consolé, d'être aidé, ce qu'il appelait lui la Hilflosigkeit, évidemment c'est cela que la religion soigne, guérit parfois fort bien, prévenant d'ailleurs certaines maladies, certaines névroses, mais tout de même, il s'est permis de critiquer ce baume avec une certaine vigueur. Alors voilà, il y a aussi un auteur contemporain qui s'appelle Hans Blumenberg, qui raconte à quel point la curiosité qui a à voir avec l'illimité. Le fait que Galilée ait pris cette lunette, c'est quand même dépasser ses organes naturels. Et la curiosité, eh bien, c'est la grande histoire moderne notamment contre Augustin, qui disait que la curiosité était encore dans le catalogue des vices, contre tous les auteurs et pères chrétiens qui ont tout de même beaucoup critiqué la curiosité. Et donc voilà, je voulais dire ça à la fin, parce qu'il me semblait que ça rééquilibrait légèrement les choses. Et finalement, quand Épicure nous dit que le vivant est avide à l'infini des variétés dans le genre de vie, et qu'il le critique, qu'il le ramène à plus d'équilibre, peut-être pouvons-nous rappeler que oui, nous sommes tous aussi, alors peut-être un peu malades, mais en tout cas avides à l'infini des variétés dans le genre de vie. Moi, je me sens très avide de ce point de vue-là et très curieuse. Pas vous ? Merci Géraldine, ouais, bien sûr, merci Géraldine, merci à tous. Je rappelle les titres de vos livres. Frédéric Lenoir, François, le printemps de l'Évangile, c'est sur le pape bien entendu, c'est aux éditions Fayard. Et puis il y a toujours Du bonheur, le voyage philosophique, là, qui fait un carton encore en librairie. Claire Marin, un très beau livre, vous dites c'est un roman, mais c'est peut-être un récit. Hors de moi, c'est chez J'ai lu, c'est vraiment pas cher, hein, c'est 3,90 €. Et c'est très bien. Fabrice Midal, lui, il a gagné le prix du meilleur titre. Frappe le ciel, écoute le bruit, c'est pas mal. Hein. C'est 25 ans de méditation qui nous sont racontés, c'est aux éditions Les Arènes. Et puis, il y a cette biographie très exhaustive de Trungpa, un personnage absolument incroyable qui a, disons, importé le bouddhisme en Occident, un des héros des années 70, les Bittig, Ginsberg, etc. C'est une plongée dans cet univers. Ça, c'est une belle biographie aux éditions du Seuil. Alain Cassoura, je ne sais pas si ça va devenir un film ou une pièce de théâtre, mais c'est une sorte de lutte, de match entre un médecin et un patient, disons, qui traîne un peu la patte. Hein. C'est très dur de le guérir. Apparemment, la fin se termine bien, j'ai l'impression. Donc c'est Alain Cassoura. La fureur de guérir. Frédéric Salman.
Le meilleur médicament, c'est vous. Déjà 500 000 exemplaires, et à mon avis, après cette émission, ça va continuer. Peut-être vous allez vers le million. Un livre passionnant, c'est aux éditions Albin Michel. Et puis enfin, Jean-Claude Amezen. Alors ça, je ne sais pas comment dire, moi je trouve ça, c'est magnifique, c'est de la science, c'est de la philosophie, c'est de la biologie. Votre héros, c'est Darwin, hein, c'est votre émission d'ailleurs sur France Inter, tous les samedis à 11h, ne la ratez pas, c'est ce qu'il y a de mieux hein, en ce moment à écouter. C'est l'un des sur géants. les épaules de Darwin, c'est pour vous, lui c'est Bouddha, Jésus, Socrate aussi. Voilà, mais c'est l'un des géants parmi beaucoup d'autres, y compris remontant à l'Antiquité. C'est vrai que c'est merveilleux, Darwin, ça il faut le dire, mais Jean-Claude Amezen, c'est merveilleux aussi. Sur les épaules de Darwin, je t'offrirai des spectacles formidables, c'est le dernier livre, c'est Au lien qui libère, c'est vraiment magnifique. Et puis il y a le livre précédent qui est lui chez Babel, Les battements du temps toujours, les épaules de Darwin, dans la série de cette émission de France Inter. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle édition des grandes questions. C'est à 19h sur France 5. À la semaine prochaine, on va parler des ennemis. Est-ce qu'on a besoin d'ennemis? On va parler notamment avec Hubert Védrine et Umberto Eco. À la semaine prochaine.